Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un début de journal qui sent le pétrole, avec tout à la fois une nouvelle augmentation à prévoir de la part des pays exportateurs qui se réunissent le mois prochain, et puis des rumeurs de rationnement en France en matière de fioul et de gazoil. À cet égard, tout de suite, une précision qui nous parvient du ministère de l'Industrie. C'est une mise au point, des difficultés d'approvisionnement, mais dit le ministère, pas de rationnement. Pour le moment, aucune crainte de restriction sur l'essence. Pour le fioul et pour le gazoil, c'est-à-dire pour les chaudières et pour les moteurs diesel, il y a des difficultés d'approvisionnement, mais il n'y aura pas de rationnement, indique-t-on au ministère de l'Industrie. Dans plusieurs pays, aux États-Unis et en Belgique notamment, les compagnies pétrolières ont été amenées à diminuer la livraison de certains produits pétroliers. Il semble que ces difficultés devraient s'améliorer avec la venue du printemps. Il ne faut pas s'affoler, il n'est pas encore question de tickets de rationnement. Non, ceci, je crois, est complètement hors de question. Il faut bien voir que nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais ce que nous vivons aujourd'hui est a priori à prendre comme un événement temporaire. Bon, dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? J'ai une chaudière qui marche au fioul, au mazout, au fioul domestique. Ma cuve est vide, je vais faire le plein. Eh bien, vous allez trouver un fournisseur qui, probablement, vous réduira votre livraison par rapport à votre demande. De quel ordre? Ceci dans des proportions qui varieront nécessairement selon les sociétés, puisque c'est le problème pour chaque société en fonction de son programme de vente et de l'état de ses stocks de réserve. Disons, ça peut être un pourcentage de quelques points pour cent ou éventuellement un peu plus. On a cité des chiffres de 10%, on a même cité des chiffres supérieurs, mais enfin, ça reste dans ces ordres de grandeur. Par conséquent, vous serez réduit dans votre livraison, mais dans ce cas-là, mon Dieu, quand vous aurez brûlé le combustible que vous avez ainsi acquis, eh bien, le temps aura passé et vous pourrez retrouver votre vendeur. La crise iranienne et une forte consommation de fioul domestique, c'est-à-dire de chauffage cet hiver, amènent les compagnies pétrolières à prendre leurs précautions. Cela signifie que les gros clients qui passent des commandes importantes ne seront pas toujours servis autant qu'ils le voudraient. Il est exact que nous a réduit nos approvisionnements de l'ordre de 15% par rapport aux livraisons que nous avions obtenues l'année dernière à pareille époque. Alors vous ne leur livrez pas tout ce qu'ils demandent alors? Maintenant, nous ne sommes plus, et depuis quelque temps déjà, en mesure de satisfaire leurs demandes en intégralité. Nous essayons de les livrer pour ne pas les laisser sans chauffage. Par exemple, quelqu'un nous demande 8000 litres, nous ne lui en livrons que 5000. Ça va durer longtemps? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Je pense que nous aurons encore des problèmes au début de la campagne prochaine de chauffage. Voilà donc pour cette première alerte que vous avez pu entendre Monsieur Bizarre a relativisé. La seconde semble plus sérieuse, c'est la nouvelle hausse des prix du pétrole, dont le principe est maintenant acquis. Elle interviendrait à l'issue de la réunion des pays de l'OPEP à Genève le 26 mars et d'ores et déjà, sans attendre cette réunion, la Libye a décidé d'augmenter le prix de son pétrole de 5%. Sur cette carte, voici les pays de l'OPEP, l'organisation des exportateurs de pétrole. Situés en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, ils sont 13 et ils vendent la quasi-totalité du pétrole utilisé par les pays occidentaux. L'essence de nos automobiles, le fioul de nos chaudières sont en fait fournis par l'OPEP. En arrêtant ses ventes depuis bientôt 3 mois, l'Iran, qui est le deuxième exportateur mondial, a provoqué une nouvelle crise pétrolière qui inquiète le monde entier. De nouveau, on parle d'une possibilité de hausse forte des prix. Qu'il y ait des ajustements de 10 ou 15%, ça reste probable. Bien que, il faut bien le préciser, ces 10 ou 15% d'augmentation des prix officiels restent de loin inférieurs aux augmentations qui dépassent déjà les 50% sur le marché libre, donc augmentation des prix que pratiquent les compagnies pétrolières internationales qui enlèvent le pétrole au PEP et qui le revendent à des prix bien plus élevés aux pays consommateurs et à leur société nationale. Est-ce que le monde pourrait se passer de la production iranienne? Je peux dire c'est difficile, même impossible. Parce que déjà, avant la crise iranienne, la situation était très serrée entre, d'un côté, la demande, les besoins, et d'un autre côté, les capacités physiques de production dans les pays l'OPEP. Déjà avant la crise iranienne, on appréhendait une pénurie d'énergie, et de pétrole en particulier, au début des années 80. La crise iranienne ne fait qu'aggraver cette perspective et même un peu l'accélérer.
La réunion de Genève sera importante. Pour la France, une augmentation de 10% du prix du pétrole signifie qu'il faut sortir de notre poche environ 5 milliards de francs de plus chaque année. Oui, peut-être la réouverture des robinets du pétrole en Iran aidera-t-elle à limiter les dégâts. L'Iran qui tout doucement est en train de se restabiliser. Les Occidentaux se rassurent quelque peu. Il semble en effet que l'ayatollah Khomeini n'ait pas du tout l'intention de basculer dans le camp socialiste. L'ayatollah et le gouvernement de M. Bazargan accentuent même plutôt leurs opérations anticommunistes à l'intérieur du pays et s'efforcent de calmer les inquiétudes de Washington. Les fedayines que voici sont quelque peu neutralisés et par ailleurs se poursuit une chasse implacable aux opposants. La plupart d'entre eux sont des collaborateurs de l'ancien régime du Shah. Les arrestations sont semble-t-il très nombreuses et les confiscations de biens et occupations d'immeubles se multiplient. Dans le conflit sino-vietnamien maintenant, chacun reste sur ses positions. Les Chinois n'ont pas reculé d'un pouce, ils se trouvent toujours à une trentaine de kilomètres à l'intérieur du territoire vietnamien. Et Moscou a réagi plus vivement que ces derniers jours en envoyant dans la région des navires de sa flotte du Pacifique. Des images maintenant qui nous arrivent d'Hanoï, images tournées par une équipe est-allemande. L'hôpital de Lang Son et ses premiers blessés. L'un des quelques milliers de blessés d'une guerre qui a commencé il y a 5 jours samedi et qui aura déjà fait, c'est une première estimation, plus de 17 000 morts. 7 000 côté chinois, 10 000 côté vietnamien. Une intervention que l'on avait annoncée côté chinois comme une simple opération coup de poing, mais que côté vietnamien, comme ici, dans ce dépôt de cheminots, on présente comme un véritable affrontement à des hommes qui sortent à peine de 40 années de guerre. Une scène qui se répète depuis hier dans chaque usine du Vietnam, un pays qui, une fois de plus, se prépare pour une guerre longue et dure. Pour ces dernières 24 heures, Lang Son ne sera que l'une des 3 capitales provinciales tombées aux mains des Chinois, dont les troupes ont fait une percée, en certains endroits, de plus de 30 km à l'intérieur du Vietnam. Et c'est par cette route, image tournée il y a moins d'une semaine, que les Chinois ont lancé leur opération samedi à 15 h, jouant sans doute sur l'effet de surprise de soldats vietnamiens qui pouvaient pourtant, depuis leur position, détailler quelques éléments du matériel chinois, ce radar par exemple. Vietnamiens qui pourtant semblaient, d'après ces images, tourner elles aussi, à la frontière, avant l'intervention chinoise, parfaitement s'attendre à ce qui est sans doute devenu, depuis 5 jours, la 3e guerre du Vietnam. Paradoxalement, ce sont les Américains qui sont le mieux renseignés sur ce conflit. Pourquoi? Eh bien parce que, simplement, ils ont mis en place depuis bien longtemps un système très sophistiqué d'observation par satellite. Des satellites qui donnent, par photo interposée, des renseignements d'une rare précision, allant presque jusqu'à identifier la marque des chaussures des soldats ou celle du tabac qu'ils fument. Quand un satellite d'observation prend un cliché de la Terre, comme celui-ci, le spécialiste peut isoler une partie de la photographie et la passer dans une machine à analyser les images de satellite. Si ce spécialiste est un civil, il peut découvrir ainsi des minerais, des eaux souterraines, des puits de pétrole, la pollution, bref, tout ce qui intéresse les ressources de la Terre. Si ce satellite est militaire, et en voici un, imaginé de toutes pièces puisqu'il est encore ultra secret et que seules des hypothèses existent sur sa forme, ce sont alors des objectifs militaires qui sont surveillés. Tout déplacement de véhicules, d'avions, de bateaux et même de fantassins sont impitoyablement repérés, classés, analysés. Ceux qui possèdent de tels satellites, les Russes et les Américains, pour l'instant, savent tout, voient tout. Du moins en ce qui concerne les militaires. En récupérant les films éjectés par leurs espions du ciel, les militaires de ces 2 pays, et eux seuls, ont une vision exacte des manœuvres sur le terrain et donc espèrent avoir la bonne stratégie à adopter. Et c'est peut-être parce qu'ils sont plus informés que d'autres du déroulement des combats que les Américains viennent il y a 1 heure de demander officiellement la réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les communistes français reprochent de leur côté au gouvernement français donc son silence. Robert Ballanger a écrit au président de la République pour critiquer son absence d'initiative. Le conflit sino-vietnamien pourrait d'ailleurs bien être l'un des sujets de conversation d'Helmut Schmidt et Valéry Giscard d'Estaing. Les 2 hommes vont se voir en effet pendant 2 jours à Paris pour le traditionnel sommet franco-allemand. Le chancelier, en arrivant à Paris, a dans la tête un certain nombre de préoccupations. Le monde l'inquiète, surtout lorsqu'il pense à l'Asie, à l'Iran et au prix du pétrole.
La marche du monde le préoccupe, surtout lorsqu'il prend en considération un certain nombre de carences qu'il juge préoccupantes de la diplomatie de l'Amérique du président Carter. Il arrive donc ici avec la volonté de se serrer les coudes avec son ami Valéry Giscard d'Estaing et les Français, se serrer les coudes dans la perspective du jour où les Européens, l'Europe franco-allemande, sera contrainte de prendre un peu plus de responsabilités sur la scène internationale, non pas contre, mais à côté des États-Unis. Un paradoxe, Helmut Schmidt arrive avec cette volonté à Paris, avec une certaine francophilie assez étonnante de la part d'un homme du Nord, de la part d'un atlantiste traditionnel, au moment même où un certain nombre de dossiers techniques très délicats posent des problèmes. C'est le cas du dossier sur les fameux montants compensatoires. Il n'y a pas de solution à attendre de ce sommet franco-allemand, une solution peut-être en perspective d'ici la mi-mars, d'ici la rencontre des chefs d'État et de gouvernement européens. Autre dossier qui pose des problèmes, celui de l'Europe des télécommunications. Vous savez qu'il était prévu que la fusée Ariane transporte dans l'espace un certain nombre de satellites de télécommunications susceptibles d'arroser les téléspectateurs européens avec des images fabriquées en quelque sorte en commun par les Français et les Allemands. Aux dernières nouvelles, cette initiative est plus ou moins en attente dans la mesure où chacun fait un peu ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il y aura des satellites de télécommunications et français et allemands dans l'espace, ce que tout le monde regrette un peu, mais malgré cela, la volonté de déboucher politiquement dans ce domaine également est en perspective. J'ajoute qu'Helmut Schmidt devra dîner ce soir sans Valéry Giscard d'Estaing, qui est grippé et qui doit garder la chambre, mais il devrait être sur pied demain pour parler avec le chancelier ouest-allemand. Et peut-être bien alors que les deux hommes évoqueront également les difficultés de leurs partenaires italiens. Je vous disais hier que Giulio Andreotti avait renoncé à former le gouvernement, et ce soir, pour la première fois depuis la fondation de la République, ce n'est pas un démocrate chrétien qui sera chargé de cette tâche, mais un républicain, Ugo La Malfa. Victor Vraiment. I 5 partiti della maggioranza. On ne peut pas dire que la République italienne a retrouvé une deuxième jeunesse. Le président du petit parti républicain, Ugo La Malfa, a 75 ans. Le voici alors que le président de la République, Sandro Pertini, âgé lui de 82 ans, vient de lui confier la tâche de former un gouvernement. Ugo La Malfa, c'est l'homme qui, depuis une trentaine d'années, dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Par exemple, qu'il y a trop de grèves en Italie ou que l'État devrait cesser d'entretenir des entreprises inutiles. Il a même proposé le rétablissement de la peine de mort pour les terroristes pendant l'affaire Moro. Que peut faire Ugo La Malfa? Apparemment pas grand-chose. Pour quelle raison les démocrates chrétiens soutiendraient-ils un gouvernement auquel ils ne participeraient pas? Pourquoi renonceraient-ils à un pouvoir qu'ils détiennent depuis 33 ans? D'autant qu'ils ont toujours la majorité relative dans le pays, avec 38% des voix lors des dernières élections. On peut évidemment imaginer un gouvernement soutenu par une majorité de gauche au Parlement. Arithmétiquement, c'est possible, mais les démocrates chrétiens dans l'opposition, ce serait le monde à l'envers en Italie. Et puis c'est Enrico Berlinguer qui l'a dit, on ne gouverne pas avec 41% des voix. Ugo La Malfa a clairement dit ce matin qu'il n'était pas question de faire entrer les communistes dans le gouvernement. Les communistes, eux, ont ouvert la crise parce qu'ils considèrent comme inadmissible de ne pas participer au pouvoir. Alors si les communistes ne veulent plus soutenir un gouvernement auquel ils ne participeraient pas, et si les démocrates chrétiens ne veulent pas soutenir un gouvernement auquel participeraient les communistes, l'impasse est totale. Seule solution, des élections anticipées. Le peuple tranchera. Et cela pourrait avoir lieu le jour même des élections européennes, avec en prime une dépense de 120 milliards de lire et une recrudescence des attentats. Le terrorisme ne chôme pas durant les campagnes électorales en Italie. J'ajoute qu'en Espagne, c'est un concessionnaire Citroën qui a été à son tour séquestré et blessé aux jambes. La victime, qui a 42 ans, est espagnole. On ne sait rien de ses agresseurs. Ce sera tout pour les problèmes de l'étranger. Le dossier social, maintenant, poursuite aujourd'hui du mouvement des employés de banque. Quelques centaines d'entre eux ont occupé le Palais de la Bourse à Paris. Et puis surtout la sidérurgie, une action de certains ouvriers de Longwy aujourd'hui, l'occupation d'un relais de TDF qui assure la transmission des images pour la population du bassin de Longwy. Les militants de la CFDT ont même retenu pendant 6 heures cette nuit 19 journalistes venus couvrir l'événement jusqu'à ce que le numéro 2 de la CFDT, Michel Roland, leur ait demandé de relâcher les journalistes. Dans le nord, plusieurs gares et routes bloquées.
du côté de Valenciennes par des ouvriers du Ginor. Tout cela donc à la veille d'un grand rendez-vous demain entre les syndicalistes et le ministre André Giraud. Laurence Graffin, les positions des uns et des autres. Eh bien, du côté de M. Giraud, aucune information ne filtre. Ce que M. Giraud a plusieurs fois déclaré, c'est que pour maintenir la sidérurgie française compétitive, il faut agir très vite. Du côté des syndicats, maintenant, les 5 fédérations de la métallurgie se sont mises d'accord ce matin pour avoir un front commun en face de M. Giraud. Leur position, on peut la résumer en 2 points. Le premier, c'est qu'il faut réviser à fond le dossier de la sidérurgie et aussi des mines. La CGT et la CFDT ont d'ailleurs chacune leur dossier avec des contre-propositions. Le deuxième point, c'est la suspension de tout ce qui peut être une application du plan annoncé en décembre par les industriels de la sidérurgie. C'est-à-dire notamment les licenciements. Voilà. Mais les syndicats ont aussi demandé la suspension de la mise en place des comités de bassin. Vous savez, ces comités qui doivent permettre de résoudre cas par cas les problèmes d'emploi posés dans les bassins sidérurgiques. Ils sont installés cette semaine et les syndicats veulent renégocier la définition de leur rôle. On peut dire, je crois que la discussion sera très serrée, apparemment. Oui, elle risque d'être très serrée. Jacques Chérec, le responsable de la métallurgie CFDT, a parlé d'une partie de bras de fer avec M. Giraud. Alors, s'il n'y a pas de rupture demain, les syndicats rencontreront ensuite les industriels de la sidérurgie. Alors justement, Edmond Maire a parlé également ce matin, mais il n'a pas parlé que de la sidérurgie, il a également parlé de l'emploi en général. Et pour lutter contre le chômage, le secrétaire général de la CFDT déclare qu'il faut donner la priorité à une revendication, c'est-à-dire la réduction de la durée du travail. Que nous proposons à l'ensemble de nos organisations. Est-ce qu'elles sont d'accord? Premièrement, pour retenir l'objectif de réduction massive de la durée du travail vers les 35 heures comme l'objectif majeur sur lequel elles s'engagent à lutter toutes, au moins jusqu'aux vacances. Deuxièmement, est-ce qu'en fonction de cela, dans chaque entreprise, dans chaque fédération, on va bien se battre avec continuité pour obtenir des négociations dans les entreprises, dans les branches, au plan national avec le CNPF et aussi, pourquoi pas, au plan européen. Troisièmement, est-ce que nos organisations sont d'accord pour lancer cette grande action sur la durée du travail par une semaine d'action, une initiative nationale confédérale? Une semaine d'action qui aurait lieu un peu avant Pâques. Et j'apprends à l'instant qu'une journée sans chemin de fer aurait lieu le 7 mars. Les 7 fédérations appellent à une grève contre le contrat d'entreprise avec l'État. C'est une dépêche qui me parvient à l'instant, donc pour le 7 mars prochain. Du côté de la SFP maintenant, une manifestation aujourd'hui à l'appel de la CGT, de la CFDT, de la CFTC et du syndicat national des journalistes au terme d'une journée d'action dans les 3 chaînes de télévision et à Radio France. Journée d'action qui a également été marquée par un meeting à la Bourse de Paris. Pour l'instant, la grève continue avec donc l'application du programme minimum. La politique, une déclaration de Michel Rocard, une synthèse est encore possible au prochain congrès de Metz, mais M. Mitterrand, dit-il, devra choisir clairement son camp, et puis une mise en garde de Raymond Barre et Jacques Chaban-Delmas aux parlementaires de la majorité. Ne vous déchirez pas à l'occasion des prochaines élections cantonales et européennes. Un conseil de défense ce matin à l'Elysée. On a appris à l'issue de ce conseil que le président de la République avait contrôlé personnellement un exercice des forces nucléaires stratégiques au cours de ces 3 derniers jours. Reine Giannoli est morte. La pianiste française avait 63 ans. François Mauriac disait d'elle que c'était une fille de Mozart. Mort d'un inspecteur de police à Nantes, une brigade voulait contrôler l'identité de 2 hommes. C'est alors que l'un des gangsters ouvrit le feu, blessant mortellement l'inspecteur de police. Les autres policiers rispostèrent et c'est au cours de cet affrontement que l'un des truands fut également tué. Mais malgré toutes ces affaires sanglantes qui font la une de l'actualité, la grande criminalité en France est en baisse. Les chiffres officiels pour l'année 78 viennent d'être publiés. François Cornet. La courbe de cette criminalité en hausse depuis plusieurs années effectivement sérieusement chuté en 78 par rapport à 1977. On note un fléchissement dans les vols à main armée, les rapts avec rançon, les vols avec violence contre les personnes, les cambriolages d'habitation ou les vols de voitures. La statistique du ministère de l'Intérieur souligne, dans le chapitre Grande criminalité, une augmentation de 11% pour l'année passée contre 18,34% en 1977 par rapport à 1976. La criminalité moyenne enregistre une chute de plus de 8%. Les cambriolages d'habitation, par exemple, ont baissé de plus de 10% l'an dernier. La petite délinquance a régressé, elle, de près de 13% en 78 par rapport à l'année précédente. Au chapitre de la toxicomanie,
Plus de 7000 personnes ont été interpellées en 1978 contre 4300 en 1977. 109 décès par abus de drogue ont été enregistrés l'année passée contre 72 en 1977. Création du premier musée national du machinisme agricole. Il s'agit pour Antenne 2 et pour le syndicat des distributeurs de machines agricoles de rassembler des matériels qui retracent l'histoire de la France rurale et donc de sauvegarder une partie importante de notre patrimoine agricole. Alors pour ce faire, depuis plusieurs mois, Noël Mamère, dans C'est la vie, lance régulièrement des appels aux téléspectateurs, c'est-à-dire à vous, pour retrouver ces vieilles machines. Elles seront exposées sur le plateau Beaubourg, à Paris, donc du 4 au 11 mars, c'est-à-dire pendant le Salon de l'Agriculture, avant d'entamer un tour de France. Mais ce musée, c'est aussi des maquettes, Noël Mamère. Alors je voudrais précisément, Patrick, vous présenter 3 exemplaires de ces maquettes. Nous avons sélectionné ces 3 exemplaires parce qu'ils nous paraissent les plus significatifs. Il s'agit d'abord d'une charrue qui nous vient du Jura. Elle date de la première moitié du 19e siècle, avant 1840. Et puis ça, c'est un scarificateur, ça s'appelle. C'était pour les pommes de terre, tout bêtement. Vous voyez que le mouvement était indépendant. Ça date de la deuxième moitié du 19e siècle. Puis alors, c'est cette machine qui me paraît la plus intéressante, et la plus belle. Je suis sûr, nous avons la chance d'avoir encore des âges où on a pu connaître, Patrick, vous comme moi, ce genre d'appareil. C'est une javeleuse. Vous savez que les javeleuses, c'est la transition entre la simple faucheuse et la batteuse. Tout simplement, on ramassait des céréales, on les fauchait, et puis dès qu'il y en avait assez, ça se mettait sur ce plateau, les râteaux entraient en fonction, ça formait ce qu'on appelait des javelles, d'où le nom de javeleuse, et puis on les liait à la main. Ça date de 1890, disons que directement après la guerre de 40, ça a été complètement éliminé, mais nous avons eu la chance de connaître ça dans notre enfance, c'était les fêtes du battage. Alors ces maquettes, on les retrouvera dans le stand du CEDIMA qui se trouvera au Salon de l'Agriculture, ça sera une bonne transition pour aller retrouver les vraies machines sur le plateau Beaubourg du 4 au 11 mars avant de faire notre tour de France et peut-être, nous l'espérons, un musée permanent. Merci. Et voilà le prince Charles, alors qu'il semble que l'on s'achemine vers un accord entre les autorités locales et les syndicats britanniques pour tenter de mettre fin aux grèves qui paralysent l'Angleterre depuis plus d'un mois. Le prince, qu'on n'était plus habitué à entendre dans de pareilles circonstances, jette un pavé dans la mare, reprochant au patronat britannique d'ignorer l'importance du facteur humain. I, Charles, Prince of Wales. Moi, Charles, prince de Galles, deviens votre homme lige pour la vie. Je vous serai fidèle dans la vie et dans la mort et contre tous. C'était en 69 et Charles, alors âgé de 21 ans, devenait officiellement prince de Galles. Un prince qui n'a pas hésité, dans un discours musclé prononcé hier à Londres, à déplorer le manque de communication entre les directions des entreprises et leur personnel, en recommandant un changement d'attitude de la part des gestionnaires. Accordez plus de considération à vos employés et partagez leur cantine, a-t-il dit en substance. Si ces propos font la une de la presse britannique, les chefs d'entreprise ont accueilli avec flegme et respect les suggestions plutôt travaillistes du prince, en invitant perfidement quand même l'héritier du trône à venir passer 2 ou 3 ans dans l'industrie afin qu'il s'aperçoive que des solutions ne sont pas faciles à trouver. Quoi qu'il en soit, ce matin, conservateurs et travaillistes étaient divisés sur ce que certains qualifient comme un manquement à la réserve traditionnelle des membres de la famille royale. L'Opéra de Paris présentera samedi prochain la première exécution mondiale de l'œuvre intégrale d'Alban Berg, Lulu. Lulu est un opéra contemporain, une œuvre difficile, mais considérée par les musicologues comme un monument de l'art lyrique du XXe siècle. Dans les décors modern style de Richard Peduzzi, une mise en scène de Patrice Chéreau et sous la baguette de Pierre Boulez, vous voyez là il s'agit d'un grand trio, Georges Bégou vous présente en avant-première l'histoire de cette femme fascinante qui connut la splendeur et la misère. Loulou, c'est en quelque sorte le diable au féminin. Un serpent dans une ménagerie qui va provoquer pour réussir une hécatombe de fauves, avant de succomber elle-même sous le poignard de Jacques l'Éventreur dans un couloir de métro. Une histoire complexe, construite tout autour d'une femme amorale dans une société amorale. Une femme consciente de son pouvoir de fascination, mais incapable de choisir la forme de son bonheur.
à moins que son bonheur réside seulement dans l'ambiguïté des rapports qu'elle établit avec ceux qui, pris au piège de sa beauté, de sa sensualité, de son sadisme, la suivront jusqu'à la mort. Loulou est le caractère central et Loulou est presque toujours en scène. C'est un rôle vraiment extrêmement difficile, extrêmement pénible. C'est un des rôles certainement dans tout le répertoire théâtral qui est un des rôles les plus exigeants. D'abord du point de vue performance vocale, la performance vocale est très dure, demande beaucoup de qualité et de même la concentration qu'il faut pour donner vie et conception à un tel rôle est vraiment très grande. Et je crois que c'est un des très très grands rôles du répertoire et un des plus difficiles. Et puis il y a d'autres personnages naturellement qui sont aussi très importants, mais qui sont tout de même moins difficiles et je dirais plus épisodiques. Lulu donc, ou Loulou si on prononce à l'allemande, à partir de samedi prochain donc à l'Opéra s'il n'y a pas grève des machinistes. Aujourd'hui jeudi il y avait un tiercé à Vincennes, c'était le prix de Visil. Pour gagner il fallait jouer le 11, le 6 et le 7. La combinaison gagnante dans l'ordre rapporte, vous le voyez, 5 francs. Pour 5 francs donc 2887 francs 50. Et puis dans un ordre différent, 577 francs 50, toujours donc pour 5 francs. Enfin, pour terminer ce journal, la page de la météo, comme tous les jeudis. Le temps, vous avez pu le remarquer, n'a pas été très beau cette semaine. Alors, Lambomède, est-ce que cela va s'améliorer pour le week-end? Je crois que vous allez dire oui. Hein. Oui, ça va s'améliorer. Si vous avez un baromètre chez vous, vous verrez que l'aiguille monte. Pourquoi? Eh bien, au large de l'Atlantique, au large de l'Espagne, il s'est formé un globule d'air stable, ce qu'en jargon nous appelons un anticyclone. Et comme son nom l'indique, il chasse le cyclone, il chasse le mauvais temps. Alors le beau temps en hiver, ça signifie beaucoup de brume et de brouillard le matin, des éclaircies l'après-midi, des températures plus clémentes. Voyons la carte. Eh bien, d'abord demain sur le nord-est du pays, encore un peu de pluie et même de la neige dans l'intérieur. Sur le reste du pays, le temps que je vous décrivais, c'est-à-dire du brouillard, de la brume ou des nuages bas, et puis dans l'après-midi, quand même des éclaircies sur l'ouest et sur le sud du pays principalement. Enfin, près de la Méditerranée et sur la Corse, du soleil pratiquement toute la journée. Samedi, le même temps continue, avec la pluie surtout sur les Vosges et le Jura, et sur le reste du pays, encore plus d'éclaircies que la veille. Un mot des températures, elles vont grimper jusqu'à 9 degrés au nord et 14-15 degrés au sud. L'amélioration, malheureusement, ne devrait durer que quelques jours sur la moitié nord du pays, un peu plus longtemps, j'espère, sur la moitié sud. Voilà, c'est sur ces bonnes nouvelles enfin que cette édition se termine. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute d'Antenne 2. Je vous rappelle votre rendez-vous comme tous les jours demain à 12h45, Antenne 2 midi avec Daniel Bilalian. Bonne soirée à tous, à demain.